Bonjour à tous et toutes. Bienvenue à ma petite conférence sur l'accessibilité numérique. Et d'autres personnes arrivent. Sois le bienvenu. Qui parmi vous en est un peu l'accessibilité numérique? Ça tombe bien, vous allez apprendre des choses. Donc, je vous ai créé un programme un peu sur mesure pour vous montrer ce qu'est l'accessibilité numérique. Il y aura un peu de technique, mais ça reste quand même compréhensible par la langue des romains, si vous n'êtes pas technique. Donc, je vais vous faire un appel des lieux. Il faut savoir que selon l'Observatoire de respect des obligations d'accessibilité, seulement 5% des sites web sont accessibles aux personnes handicapées. Sachant qu'il y a 12 millions de personnes handicapées en France, une personne sur 6 est concernée par le handicap. Et pourtant, on a la loi du 11 février 2005 qui garantit l'égalité des chances, qui permet aux entreprises publiques et privées de faire les démarches pour être accessibles. Et c'est loin d'être le cas 20 ans plus tard. Alors, je vais vous montrer comment, à partir des exercices pratiques, faciles à appliquer, on peut rendre facile. Ce sont des cas les plus fréquents où il y a le plus d'erreurs. Et ça corrige environ, on va dire, 60-70% des sites web qui ont ces 6 erreurs. Donc là, je vais vous montrer les 6 erreurs les plus fréquentes. Alors, pour naviguer ce site, je vais utiliser 2 choses, le clavier ou le lecteur d'écran. Je ne vais pas utiliser la souris, sinon ce serait trop facile. Pour le lecteur d'écran, vous avez NVDA sur Windows, Orca Linux, VoiceOver pour iOS, Talbot Android et Joe sur Windows. Alors, avant d'attaquer, je vais vous montrer. Donc là, vous voyez ma petite souris là, je ne vais pas l'utiliser. Je vais utiliser la touche Tab pour naviguer sur mon site. Et voilà, je suis en train de naviguer. Je ne sais pas où je vais. J'ai une indication visuelle qui me permet de naviguer sur le site. Ça commence mal. Ça hausse de quoi? Je vais vous montrer ça tout de suite. À cause, est-ce que vous voyez bien? Ou j'agrandis un peu plus? C'est bon. Alors, en CSS, souvent les développeurs et développeuses, quand ils voient cette variable outline, ils se disent le petit machin rectangle qui navigue de lien en lien, qui moche, tout bleu, on voit sur les navigations, et facilement, je veux le virer. Donc, on met outline none, sauf qu'elle a son utilisation, son utilité. Donc, si je désactive outline none, et je rafraîchis la page, donc là, j'ai toujours ma souris, et vous voyez le petit carré noir qui s'affiche, qui est moche évidemment, mais c'est natif à tous les navigateurs et qui permet de naviguer de lien dans lien. Et ça fait toute la différence. Bien évidemment, on peut le styler. Alors, si on désactive outline, mais n'oubliez pas de désactiver, de mettre une autre variable dont on a tendance à utiliser le class over, qui est pour les souris. Donc, quand je vais naviguer sur ma souris, vous voyez, on a bien les outlines stylés avec ma souris. Et donc, le over, c'est pour la souris, mais il faut aussi utiliser Focus Visible pour le clavier, en gardant le même style sur les liens, sur les boutons. Et donc là, on va avoir une meilleure rendue sur la navigation des boutons et des liens. Donc là, et voilà, c'est plus joli et c'est plus facile en changeant simplement une variable CSS. Bon, et voilà. Passons à la pratique numéro 1. La pratique numéro 1, les contrastes. Qui arrive à bien voir les contrastes?
Et si je me mets en thème sombre, est-ce que ce sera mieux? Ou pas mieux? Alors, et qui se passe au niveau... on a une règle RG2A dont je vais vous parler d'ici quelques instants, qui permet de vérifier les contrastes des couleurs. Et donc, sur les navigateurs, on peut vérifier la qualité de la couleur. Donc, on a un ratio de contraste de 2,3. Or, selon les normes RG2A en France et les normes internationales WCAG, je vais vous parler d'ici quelques instants, ils disent on doit avoir, pardon, hop, je voulais scroller, on doit avoir un ratio de 3 minimum ou un ratio de 4,5 minimum pour voir mieux les textes. Donc, si je change le ratio, vous voyez qu'on respecte bien le ratio et tout à coup, c'est tout à fait visible. Et c'est une astuce qu'on peut utiliser en tant que dev pour mieux vérifier les contrastes. On peut aussi se servir des sites internet, celui de Tanakuro, une agence française d'accessibilité numérique, pour vérifier le contraste entre la couleur du texte et l'arrière-plan du site internet de fond. Donc là, j'ai mon texte qui est en gris et ma couleur du fond qui est en blanc. Et du coup, je vais lui dire de modifier la couleur du texte. Propose-moi les couleurs valides très proches. Et donc là, on voit que le ratio est de 1,6. C'est pas suffisant pour être visible. Et en changeant, proposant de nouveaux contrastes, et là, on voit tout de suite la différence entre les gris. Et vous voyez, c'est tout à fait de plus en plus lisible. Et c'est des astuces plus simples qui font qu'on peut rendre accessible les sites web en respectant les ratios de contraste entre le texte et le fond. Et on peut construire des maquettes de couleurs accessibles en respectant ces couleurs-là. Par exemple, dans mon arrière-plan, avec le thème sombre, j'ai ce bleu-là, et il me dit, voilà, je n'ai pas d'autres propositions de couleur bleue avec le noir. Du coup, la solution, ce serait de proposer une palette de couleurs accessible, et vous voyez tout de suite la différence de contraste. Donc, les contrastes sont souvent l'erreur la plus répandue des sites Internet. Passons au cas pratique numéro 2. La langue. Hop, il faut rafraîchir la page, voilà. La langue. Et c'est là où on va utiliser le lecteur d'écran. Cas pratique numéro 2, la langue, des mots, axe, bannière, région. Cas pratique numéro 2, la navigation, région, liste de 12 éléments. Accul. Cas pratique and degrees 1. Cas pratique and degrees 2. Cas pratique and degrees 3. Cas pratique and degrees 4. Cas pratique and degrees. Bord de liste principale région. Cas pratique and degrees 2. La langue. Demo accessibilité numérique. Titre niveau 2. KSCEKCE site est vocalisable dans la bonne langue. Vous comprenez quelque chose. Et ça, c'est un lecteur d'écran que les personnes aveugles et malvoyantes utilisent pour pouvoir naviguer le site Internet. Et si vous ne mettez pas sur la bonne langue, c'est tout de suite incompréhensible. Et alors, je vous ai mis le débit pour que ça soit compréhensible en main des mortels, parce que j'étais en contact avec des collègues qui sont aveugles ou malvoyants et ils utilisent un débit beaucoup plus rapide, tellement incompréhensible pour nous, et tellement ils ont l'habitude. Et donc là, la langue, c'est l'erreur numéro 2 la plus fréquente. Et comment on va corriger ça?
Déjà, vous avez une liste. Page put OneDrive. Je vais déjà. Quitter. Voilà. Sinon, ça part tout le temps. Donc, déjà, il y a une astuce tout simple pour savoir si on est bien dans la bonne langue. On a la pop-up. Souvent, tu s'affiches traduire la page depuis l'anglais. Alors, et ma page est clairement en français. Alors, comment je vais résoudre ce problème-là? Et donc, grâce à dans ma valise HTML, nous avons l'attribut langue. Et par défaut, c'est en anglais. Et on crée un nouveau projet avec des frameworks en Angular, Vue.js ou React. Par défaut, on crée un nouveau projet. On met la langue en anglais parce que ce sont des frameworks américains. Et il ne faut pas oublier de changer la langue si c'est un site français. Bien évidemment, si vous avez à gérer l'internalisation de votre site, vous pouvez gérer cette valeur-là dynamiquement. Donc là, je vais passer en français et on va voir ce que ça donne. Je rallume le lecteur d'écran. Cas pratique numéro 3, hors de liste titre niveau 2, cas pratique numéro 2, la langue. Est-ce que ce site est vocalisable dans la bonne langue? Et voilà, c'est tout de suite compréhensible. Et j'ai plus la pop-up de la langue. Localhost 5173 barre au graphique par affiche kit j'ai plus la pop-up de langue qui s'affiche puisqu'il n'y a plus besoin de traduire. Alors, voilà. J'ai vite résolu mon problème numéro 2. Maintenant, passons à la pratique numéro 3, les images. Donc, je vais vous demander de faire preuve d'imagination. Parce que je ne vais pas afficher tout de suite les images. Donc là, avec le lecteur d'écran, je vais naviguer sur les images et ce que ça va donner. Cas pratique numéro 3, les images, bannière, bouton, hors titre. Est-ce que ces images sont bouton affiche? Ce bouton permet graphique visuel Académie de Paris 14-11.png, graphique dessin d'Alan Barth. Alors, et d'après vous, ça vous dit quelque chose, ces dessins? Le nom du fichier, est-ce que ça vous apporte une information? Et dessin Alan Barth, est-ce que ça vous dit? Vous connaissez sûrement le dessinateur, mais les dessins, il en fait plein. Ce ne sont pas des informations pertinentes. Et du coup, on a l'attribut @ on entend souvent parler. On se dit, voilà, sur les réseaux sociaux, on dit, voilà, n'oubliez pas d'écrire des images sur l'alternative textuelle, l'attribut @ qui permet de donner l'information aux personnes aveugles et malvoyantes. Si vous pensez que ce n'est pas une information pertinente, les images sont là juste pour décorer, il faut laisser l'attribut @ vide. Pour dire que c'est une image décorative. Je pense notamment au logo ou les icônes. Ce ne sont pas des informations pertinentes. Donc là, les textes sont un peu longs. J'ai fait du copier-coller. Et voilà, et on va voir ce que ça donne. Visionneuse, capra, chouette, ce bouton graphique communiqué de l'Académie de Paris datant du samedi 14 novembre, un point de situation sur l'ouverture des établissements scolaires et universitaires lundi, en Île-de-France, sera communiqué ce samedi en fin de journée. Graphique dessin d'Alan Barth titré Budget 2025 et motion de censure. On y voit deux personnes caricaturées, Macron et son nez long comme Pinocchio et son Premier ministre avec de grosses lunettes.
Le Premier ministre a les bras écartés protégeant Macron, accroupi les mains sur sa tempe, face à une flopée de flèches motion de censure. Macron tout ému dit « Oh, Olivier », avec des cœurs dessinés au-dessus de lui. Le dessin est sous-titré « Le PS a décidé de sauver le gouvernement macroniste ». Alors, vous avez l'image en tête? On va voir ce que ça donne. Allez, on affiche les images. Et on va voir... Et on va voir ce qu'a dit le lecteur d'écran et ce que ça va être en forme aux images. Et voilà. Et donc là, on a une affiche de l'Académie de Paris qui a mis cette affiche sur les réseaux sociaux, mais qui n'a pas décrit l'image. Et c'est d'une affiche qui contient un texte. Ben, les personnes avec malvoyantes, tu dis, mais je ne sais pas l'information, je ne suis pas au courant, il ne faut pas que j'emmène mon enfant à l'école. Et là, on a un dessin humoristique d'Alan Barth, et c'est quand même assez rigolo, on entend, et on essaie d'imaginer. Et les personnes avec malvoyantes ont aussi besoin d'imaginer, ont besoin de rire, elles ont le droit d'accéder aux mêmes informations que nous. Pourquoi leur priver? Vous mettez des photos, des paysages, donnez-leur de l'émotion. Et même si vous voyez une belle affiche avec un chat, décrivez les chats, ne dites pas un dessin d'un chat, décrivez le chat. Donc vraiment, les images ont leur importance. Et donc, forcément, comme je l'ai dit, si vraiment c'est purement décoratif, il faut laisser l'attribut acte vide. Et il faut savoir en décrivant les images, vous permettez le référencement, donc le SEO. Et si vous ne décrivez pas les images, on va avoir plus du mal à trouver l'image sur les moteurs de recherche. Et c'est pour ça que l'attribut hâte a vraiment aussi son utilité, pas uniquement pour l'accessibilité. Maintenant, il y a pratique numéro 4, les formulaires. Les fameux formulaires. Donc déjà, je vais naviguer avec le clavier. Donc là, j'ai mon prénom, mon nom, mon email, mon message, et j'envoie. Voilà, j'ai les carrés rouges qui s'affichent. Et si je renseigne mon prénom, et je fais envoyer, et ça devient vert. Mais pour les personnes daltoniennes, comment elles vont savoir faire la différence entre le rouge et le vert? Comment savoir si c'est bon ou pas faux? Et avec les lecteurs d'écran, comment ça va se passer? Cas pratique numéro 4, le fort principal région. Formulaire région. Vous avez une question. Veuillez remplir ce formulaire. Groupe. Édition vide. Édition vide. Édition vide. Édition multiligne vide. Envoyer bouton. Je sais, je peux envoyer, mais je ne sais pas à quoi correspondent les champs. Alors, comment ils font les personnes avec malvoyantes pour renseigner leur formulaire? Donc, on a deux problèmes. Oui, c'est ça. Alors, on passe en... Donc, on a donc le label, votre prénom, et on a l'input. Et on a un identifiant qui s'appelle texte prénom. Si j'ajoute l'attribut fort qui contient le même nom et mon identifiant de mon input, je vais pouvoir attacher mon label à mon input en disant c'est votre prénom. Et je fais la même chose pour les autres labels. Rien de plus simple. Et il faut savoir que la technologie, elle existe depuis 30 ans, le langage HTML. Et mettre simplement l'attribut fort rend accessible votre formulaire. Et on a aussi une partie de JavaScript à exécuter.
Et je voudrais lui mettre l'icône pour que ça soit pour rendre l'information visible, parce qu'il y a une règle de R chez 2A qui dit qu'on ne doit pas véhiculer l'information uniquement par la couleur. Il faut que ça soit aussi visuel. Et je vais aussi, grâce à mon script, lui restituer l'erreur, afficher l'erreur avec un attribut ARIA displayed qui est une des attributs ARIA dédiés à l'accessibilité. Donc, comment ça se passe maintenant? Hop, avec une état d'écran. Cas pratique numéro principale région. Formulaire région. Vous avez une question. Veuillez remplir ce formulaire. Groupe. Votre prénom édition vide. Votre nom édition vide. Votre email édition vide. Votre message édition multiligne vide. Envoyer bouton. Alerte, vos champs ne sont pas tout remplis. Masquez le message bouton. Votre prénom édition entrée invalide. Le champ votre prénom doit être renseigné vide. Et voilà. Donc là, on a seulement on a les icônes qui s'affichent en disant voilà, c'est pas bon. Et en plus, le lecteur d'écran a vocalisé le nom du champ et aussi les erreurs qui vont avec grâce à l'attribut ARIA. Ici, je me renseigne. Comme chargement de la chargement charge votre message. Hop, je recommence. Votre alerte, vos champs ne sont pas tout remplis. Masquez le message votre prénom édition sélectionné Emmanuel. Emmanuel non sélectionné. Votre nom édition entrée invalide. Le champ votre nom doit être renseigné vide. Et donc, vous voyez, sur mon champ valide, je vois bien c'est valide. Et là, ça a bien vocalisé mon champ est invalide pour le champ non. Donc, c'est comme ça on rend facilement accessible un formulaire. Après, évidemment, pour des composants plus riches, ça peut être un peu plus compliqué. Mais là, quand vous écrivez, vous créez notamment un formulaire de contact qui sont présents dans tous les sites. Vous pensez à rendre accessibles les formulaires de contact. Affiche par NV quitter OK. Hop. Donc, voilà pour le formulaire avec le pratique numéro 4. Maintenant, passons au pratique numéro 5, les fameux boutons. Donc là, je vais vous montrer un IA qui est assez fréquent sur les sites internet. Donc là, je vais réafficher les lecteurs d'écran. Cas pratique numéro 5, bannière bouton. À propos, visite principale région, veuillez choisir votre moyen de paiement. Groupe bouton. Bouton. Comment savoir choisir mon moyen de paiement? Je ne sais pas. J'ai une image, nous, il y a une image Visa, Mastercard, PayPal. Mais pour les lecteurs d'écran, bouton. J'ai une information. Alors, comment les rendre accessibles? Affiche paramètres, quitter. Alors, il y a 3 manières de le faire. Vous avez l'attribut title, qui est la plus fréquente. Et sur l'attribut title, c'est le fameux pop-up qui s'affiche quand vous allez sur le bouton. Vous avez un attribut qu'on appelle ARIA label, qui est la même chose que le title, sauf que il n'y a pas de pop-up. Sinon, vous avez la troisième solution qui est la plus conseillée en termes d'accessibilité. Et donc là, j'ai créé une balise span. Il y avait une classe SR Only, Screen Reader Only, c'est une classe qui permet de cacher l'élément visuellement, mais qui reste accessible au lecteur d'écran.
Et on va voir ce que ça donne. Donc là, le visuel, il ne change pas. À propos liens, cas pratique numéro 5, les liens, démo, accessibilité numérique, documents, principale région, bannière région, navigation région, liste de 12 principales régions, veuillez choisir votre moyen de paiement, groupe Visa bouton. Donc là, on a un pop-up Visa. Mastercard bouton, PayPal bouton. Et là, j'ai mes 3 boutons qui sont accessibles. Et donc, j'ai 3 façons de rendre accessible. Rien de plus simple. Rien de plus simple. Maintenant, et numéro 6, les liens. Donc, je vais naviguer de lien en lien et ça va être accessible. Cas pratique numéro 6, les boutons, démo, accessibilité numérique, documents, bannière région, naviguer principale région, en savoir plus lien, en savoir plus lien, en savoir plus lien. Donc, imaginez une page commerciale où tu as 1000 produits et 1000 produits qui font consulter le produit lien, consulter le produit lien, consulter le produit lien. Comment savoir où aller? Et un lien, je dois aller, si les libellés ne sont pas explicites, je ne sais pas où je vais. Et Sylvie, un jour, elle m'a dit, mais tu sais, je vais sur des sites comme ça, j'ai l'impression, c'est une pochette surprise pour moi. Ensuite, un lien, j'ouvre la page, ah non, ça ne va pas. Je retourne, je relis sur un lien, et imaginez, il y a 10 000 liens pour trouver le bon lien où elle veut accéder. C'est fastidieux. Hein? Si on pouvait gagner du temps en labellisant correctement les liens. Consulter affiche pas NVN qui est. Donc, en allant sur la pratique numéro 6, on fait la même chose que sur les boutons. Donc, sur les boutons, je vais lui dire, avec mon attribut title, en savoir plus sur le référentiel d'accessibilité. Je fais la même chose avec mon aria label, en savoir plus sur le système de design de l'État. Et là, sur mon troisième lien, je vais utiliser un span avec une classe SR-only et je n'ai pas besoin de répéter en savoir plus. Je vais juste compléter en disant en savoir plus sur les audits d'accessibilité numérique. Et on va voir ce que ça donne. À propos, visiter lien. Principale région, en savoir plus, lien, en savoir plus sur le référentiel général d'amélioration de l'accessibilité. En savoir plus sur le système de design de l'État, lien. En savoir plus sur les audits d'accessibilité numérique, lien. Et voilà, on a 3 rendus différents sur les liens. Et mes boutons sont accessibles. Alors, au prochain lien. Consulter les règles pour l'accessibilité des contenus web, WCAG, bouton. Et donc là, je me dis, ah, c'est un bouton. Et mon bouton, il ressemble à un lien. Je fais, ok, bon, bah, c'est un bouton. Je hit. Chargement de la page, chargement terminé. Et qu'est-ce qui s'est passé? Du coup, ça m'a ouvert un nouveau lien. Alors, ça m'a dit, c'est un bouton. Alors, je devais avoir un pop-up, une action qui provoquait. Au lieu de ça, ça m'a affiché un lien. Et il y a souvent chez les devs, ils disent, mais oui, mais moi, mon bouton ressemble à des liens, donc je fais un bouton. Mes liens ressemblent à des boutons, donc je fais en sorte que mes boutons deviennent des liens. Non.
Il y a une raison. Ça parle beaucoup, je sais. Il faut savoir qu'un bouton n'est pas un lien et un lien n'est pas un bouton. Un bouton, il fait une chose, il fait une action. Et un lien, ça va et part. Donc, mon bouton, c'était les règles d'accessibilité des contenus web. C'est un lien. Et on donne une information complètement erronée à la personne. Tu dis bah, j'attends une chose. Je ne suis pas censée aller et part. Donc, pour ça, c'est important de styler les boutons et les liens elles se ressemblent tout en gardant la sémantique. En disant voilà le lien et les boutons. Si votre lien ouvre une nouvelle fenêtre, pardon, je vais éternuer. Pardon, excusez-moi. Donc, si le lien ouvre sur une nouvelle fenêtre, il faudra le préciser dans le libellé, title, aria label ou dans le span, pour dire voilà, attention, j'ai ouvert une nouvelle fenêtre. Parce qu'une fois qu'il aura fini son action, la personne voudra faire retourner en arrière. Sauf qu'elle ne pourra pas, vu que c'est une nouvelle fenêtre. Et elle n'a pas eu cette information-là. Donc, c'est important de préciser pour qu'elle puisse naviguer d'onglet en onglet. Alors, avec tout ça, il y a moyen de mettre en place des tests automatisés sur l'accessibilité numérique. Oui, c'est possible. Mais ça n'ouvre pas tous les aspects d'accessibilité numérique. On peut faire en sorte de vérifier automatiquement si les traces sont respectées, si les champs manquent des attributs forts, si elles ne sont pas bien étiquetées, ou si les boutons et les liens n'ont pas de libellé. Ce genre de choses, on peut automatiser. Mais savoir si les boutons, les liens ont bien le focus avec le clavier, ça, les tests automatisés ne pourront pas, ni même l'intelligence artificielle. Et c'est pour ça que c'est important de faire des tests utilisateurs en complément des tests automatisés pour s'assurer qu'on respecte bien les critères RG2A. Alors, par exemple, j'ai créé un test automatisé. Hop. Et donc, je crée un, voilà. Donc, j'ai créé un test automatisé avec XC et il va scanner ma page en me disant, voilà, j'ai des erreurs, en me disant, ben voilà, vous avez des soucis de contraste entre la couleur du texte et la couleur du fond. Et ça, c'est vraiment utile. On peut même créer ses propres tests avec Playwright. Avec le pratique numéro 4 sur les formulaires, je peux... Ah non, c'est pas le bon, pardon. Ah oui, il faut que j'annule les modifications que j'ai faites parce que j'avais corrigé. Voilà. Du coup, et là, il me dit, bah, ça manque les labels sont manquantes. Donc là, facilement, on peut vraiment automatiser ces choses-là. Et ça permet de faciliter le travail. On peut aussi mettre en place des pull requests sur les espaces de travail avec IT, par exemple. On peut mettre des boots, un access lit qui me dit, voilà, j'ai fait une faute de frappe sur mon attribut rôle en me disant ce rôle n'existe pas. Ou alors, il manque une étiquette, l'attribut fort. Et vraiment, c'est vraiment pratique. Alors, je vous ai parlé des attributs ARIA. Ce sont des attributs qui s'appellent Accessible Rich Internet Application. Ce sont des spécifications qui proposent la possibilité de définir sur les composants simples et riches une description des rôles, des états, des propriétés, de manière qu'ils soient visibles et
reconnaissable et utilisable par les utilisateurs et utilisatrices de technologies d'assistance. Avec les attributs ARIA, on permet donc de faciliter la navigation au clavier et la restitution des informations via les lecteurs d'écran. Et donc, sur ce site-là, j'ai utilisé plein d'attributs ARIA permettant de rendre accessible, donc, à savoir l'attribut rôle pour définir les blocs de chaque page, donc le footer, le bannière, le rôle, vous avez entendu le rôle formulaire, ces choses-là. Et donc vraiment, ça a son importance. Vous avez entendu la page ourante. Tu dis, voilà, je suis sur la page et pratique numéro 2, page ourante. Donc, grâce à mon ARIA URET, je me permets de dire c'est ma page ourante. ARIA hidden, qui me permet de cacher les icônes, parce que j'ai complété par des libellés en texte. Mais les icônes, c'est simplement pour le visuel. Donc, je n'ai pas besoin de restituer les icônes au lecteur d'écran. Et donc, avec le ARIA hidden, je vais les cacher. Et si je veux vraiment, si l'icône a une information pertinente, on va mettre un span avec le SR only et son libellé. Et le ARIA précise pour dire si le bouton est enfoncé ou non. Ça, je vais vous le montrer. Bonus, démo, bannière région, choix, bonus, démo, accessibilité numérique document, bouton bascule enfoncé clair, bouton bascule non enfoncé sombre, enfoncé. Voilà, avec le ARIA précise, je montre l'information si le bouton est enfoncé ou pas. Bouton enfoncé, outil capon affiché paramètres kit avec Opok. Je vais anticiper certaines de vos questions, parce que c'est souvent les mêmes qui reviennent. Elles sont les obligations légales pour rendre accessible un site Internet. Donc, on a l'article 47 de la loi du 11 février 2005. Donc, c'est une loi, elle a 20 ans, qui dit en premier les services publics, ils doivent être accessibles. Donc, les services de communication publique en ligne de l'État, des collectivités territoriales et des établissements publics. Ensuite, on l'a complété avec la loi pour une république numérique, l'article 106, pour étendre l'obligation du respect à l'accessibilité numérique aux organismes délétères d'une mission de service public, aux entreprises privées en ayant un chiffre d'affaires en France d'au moins de 250 millions d'euros, sur une moyenne des 3 dernières années de l'exercice. Et en 2003, on a eu de nouvelles réglementations qui dit l'obligation d'accessibilité numérique est étendue à certaines typologies de services à destination des consommateurs, les B2C, téléphonie, médias audiovisuels, e-commerce, bancaire, transport. Ainsi, aux entreprises privées ayant un chiffre d'affaires supérieur à 2 millions d'euros et en moins de 10 employés. Au final, ça concerne tout le monde. Et il y a eu cette limite de réglementation du 25 juin 2025 qui a fait beaucoup de bruit, en disant voilà, à partir de juin 2025, vous devez vous mettre en conformité. Et vous avez jusqu'en 2030 pour le faire. Mais à chaque fois, on a dit ça et on repousse échéance. Et à chaque fois, la loi, elle est là depuis 20 ans. Et pourtant, l'accessibilité numérique, elle n'est pas suffisamment enseignée dans les formations, dans les écoles. On ne forme pas une génération de développeurs et développeuses sur les problématiques de l'accessibilité numérique. Qui fait aujourd'hui, on a plein de sites qui sont en défaut. Et alors, existe-t-il un référentiel d'accessibilité dont je vous ai parlé de RG2A, le référentiel général d'amélioration de l'accessibilité basé sur les normes internationales, le WCAG, Web Content Accessibility Guideline, et on porte environ d'une centaine de critères d'accessibilité qui permettent de rendre accessible un site Internet. Ça peut être fait d'une centaine de critères, mais c'est nécessaire parce que ça répond à l'ensemble des besoins des personnes handicapées. Bien sûr, on ne peut pas ouvrir tous les besoins,
mais c'est des critères essentiels à l'accessibilité numérique. Vous avez un site internet officiel du gouvernement sur le site accessibilité.numérique.oub.fr qui vous donne toutes les informations sur l'accessibilité numérique, à savoir sur les critères et les tests, pour vous permettre de vérifier si les éléments sont accessibles ou pas. Donc, ça ouvre 13 thématiques, les images, les liens, les couleurs et les multimédia, les tableaux, les liens, les scripts, les éléments obligatoires, les structurations d'information, présentation d'information, les formulaires, la navigation et la consultation. C'est beaucoup de choses, certes. Et on s'est dit, il y a beaucoup d'éléments, alors pourquoi ne pas automatiser tout ça? Il y a une partie qui peuvent être automatisées, mais d'autres pas. Ça ne dispense pas de faire des tests, de se pencher uniquement sur des tests automatiques. C'est important aussi de faire des tests utilisateurs. Le groupe de UA a son importance, a un rôle aussi à jouer dans l'accessibilité numérique. Alors, est-ce qu'on peut utiliser des outils de surcouche ou l'intelligence artificielle pour rendre accessible? Alors, les outils de surcouche, c'est des fameux plugins qui disent, voilà, j'ai un outil tout fait qui vous permet de rendre accessible votre site Internet. Les fameux pop-up qui disent, voilà, changer de contraste, changer de rendre les liens visibles, ou changer de police pour les personnes qui sont ici, et tout ça. Ça peut répondre à certains besoins, mais pas tous. Et il y a une communication officielle du gouvernement qui dit que les outils de surcouche ne répondent pas aux critères d'accessibilité RG2A. Ils ne ouvrent pas tout. Et en plus de ça, ils empêchent souvent le fonctionnement du site Internet. Les personnes handicapées utilisent leurs propres outils pour accéder à l'information, en l'occurrence les lecteurs d'écran. Et souvent, les lecteurs d'écran ne sont pas compatibles avec les plugins d'accessibilité. C'est pourquoi c'est important de mettre la main dans le code. C'est pour ça qu'on insiste bien, les développeurs et les développeuses doivent être sensibilisés à l'accessibilité numérique pour agir directement dans le code, de faire en sorte de rendre accessible. On peut faire ça facilement avec des composants simples. C'est vrai, ça peut être parfois compliqué pour les composants plus riches, mais si on a une formation dédiée à l'accessibilité, ça devient avec le temps plus facile. Alors, on parle beaucoup d'intelligence artificielle. On se dit, oui, mais est-ce que je peux utiliser l'intelligence artificielle pour rendre accessible mes sites web? Le problème avec l'intelligence artificielle, il a appris le code en se basant sur les projets informatiques. Par exemple, sur GitHub. Combien de projets sont accessibles? Très peu. On estime 1% des projets sont vraiment accessibles. Peut-être un peu plus, mais pas tant que ça. Du coup, l'intelligence artificielle, elle ne sait pas rendre correctement un site Internet. Elle connaît à peu près les bases. Et j'ai fait moi-même l'expérience en lui disant, je veux que tu respectes les contrastes. Et à chaque fois, il s'est trompé. Et il a fallu que je m'y prenne 3 ou 4 fois pour que mes couleurs soient respectées, les contrastes de mes couleurs soient respectés. Donc, il y a du travail là-dessus. Peut-être d'ici une année, ça marchera, mais c'est loin d'être le cas. En tout cas, comme je l'ai dit, on peut se baser sur certains tests automatisés pour automatiser le processus d'accessibilité numérique. Et ça peut faciliter le travail des devs. À un moment, on peut prendre en compte l'accessibilité du numérique dès le début du projet. Parce que si vous le faites à la fin, et on se rend compte, le site Internet n'est pas accessible, on est obligé de repasser sur chaque page et donc de tout casser. Et du coup, ça va vous coûter plus cher si vous le faites à la fin. Donc, si vous prenez en compte l'accessibilité numérique dans votre budget, dès le début du projet, avant même la phase du maquettage, c'est au moment où vous créez votre projet, votre idée,
et vous prenez en compte l'accessibilité numérique. Les chefs de projet, les PO, les graphistes, les développeurs et les UA, tout le monde est concerné. Tous les projets sont concernés. Et l'accessibilité numérique ne concerne pas uniquement les sites Internet, et concerne aussi les sites intranet, extranet et les applications mobiles. Même les personnes handicapées travaillent. Si les outils internes ne sont pas accessibles, comment elles peuvent travailler si elles ne sont pas accessibles? Je vous ai mis toute une liste de ressources avec tous les liens. Vous pouvez accéder à ce site sans problème. Et je ne me suis pas présentée, donc je m'appelle Emmanuelle Abouaf, je suis développeuse. Je suis également sourde de naissance. Et ça fait 13 ans que je suis développeuse au départ. J'étais une développeuse back-end. Pour moi, l'accessibilité, ça se résumait aux sous-titres par rapport à mon handicap. Et un jour, j'ai rencontré une personne là-bas et dit, mais moi, je n'ai pas accès au site Internet, et nous, l'accessibilité. Et je me suis formée auprès des agences d'accessibilité, dont Access R2, pour mieux comprendre ce qu'est l'accessibilité numérique. Et du coup, j'ai formé 3 jours, et maintenant, depuis ce jour-là, je milite pour une meilleure accessibilité. Je travaille pour l'entreprise chez Shudo, qui est une ESN, une société de services, et qui a pas mal de filiales, et donc on est concentré sur une boîte sur le développement, sur le craft, et vraiment on a des valeurs qui prennent sur la justice sociale, on a à prendre en compte la santé mentale des salariés et la transparence salariale. Et sous peu, nous allons mettre en œuvre une offre dédiée à l'accessibilité. Donc je peux tout à fait intervenir dans vos entreprises pour sensibiliser vos équipes sur les enjeux de l'accessibilité, vous aider à former les devs pour leur faire prendre conscience des enjeux de l'accessibilité. Je vous remercie de m'avoir écouté. Vous trouverez les sources sur GitHub. Et à mon petite salle, je n'ai pas besoin de vous poser vos questions sur Slido, puisque je vais vous entendre. Et n'hésitez pas à donner votre avis. Merci beaucoup.